Bonjour et bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast avec Evil Eye, qui est le premier podcast avec une personne qui m'a contacté spontanément. C'est pas moi qui suis allé l'inviter, c'est elle qui est tombée sur le podcast et qui m'a proposé de faire un podcast. Bien évidemment, quand j'ai vu son engagement, je me suis dit que ça serait un podcast super intéressant et je me suis pas trompé. Dans un premier temps, on parle e-sport mobile, dans un deuxième temps, on parle e-sport féminin, pour au final arriver sur l'e-sport mobile féminin. Parce que c'est ça en fait le cœur de ce que je cherche à défendre et à promouvoir Evil Eye. Vous retrouverez nos réseaux respectifs en description, ainsi que les timecodes du podcast qui vous permettent d'avoir un déroulé des sujets qu'on aborde. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne écoute. Je préfère juste préciser parce que généralement quand je fais des podcasts jeux vidéo, ils font un peu la tronche parce que moi je suis spécialisée dans le jeu vidéo sur mobile, plutôt dans les communautés françaises, africaines, européennes et un petit peu arabes. Et je suis là pour plus de diversité, plus de mixité, plus d'inclusion. Donc c'est vrai que ça balaye tout le reste de jeux vidéo sur ordinateur et sur console aussi. Donc c'est vrai qu'on isole et on part dans quelque chose de plus concentré, c'est vrai. Je préfère le dire parce qu'après ils sont ah oui, en fait on parle pas du tout de ce qu'on imaginait. Bah oui, effectivement, c'est pas mon secteur, donc on va pas s'amuser à en parler. Ouais, oui, bah ça se comprend. En même temps, t'es obligé d'être un peu genre niche dans ce que tu, comment dire, dans les supports que tu vises, tu vois, pour que l'efficience du message et de l'objectif elle soit au maximum, tu vois. Enfin, ça se tient. Évidemment, et puis ça se voit pas des intervenants mobiles, donc je suis là pour les faire sortir. Ouais, bah carrément, ouais, ouais, j'ai l'impression qu'en vrai, en termes comment dire, de visibilité, ça reste quand même vachement en dessous de la scène, tu vois, par rapport à l'e-sport Clairement. autre. C'est les communautés qui sont mises sur côté, il y a pas les développeurs qui s'y intéressent, on n'a pas les grosses entreprises qui s'y intéressent parce que c'est pas assez développé, donc forcément, si, et comme je suis à l'origine de beaucoup de projets, si on peut les faire émerger et dire, on a une plateforme qui fonctionne, en France surtout, parce que on sait déjà que la culture, elle est pas très ouverte aux jeux vidéo en France, mais elle est vraiment complètement fermée à tout ce qui est sur mobile, parce que pour eux, le mobile, c'est la plateforme où on peut développer nos jeux parce qu'il y a des gens qui vont y jouer, donc ça peut toujours servir, quoi, mais ça leur sert à rien. Et quand tu dis en France, c'est relativement fermé aux jeux vidéo, tu parles de côté développeur, côté communication ou côté joueur? Pas du tout côté joueur, on a des scènes qui sont très très pleines, on a des communautés qui sont riches, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas l'encadrement qui va derrière et qui est fait pour accompagner le mobile en France. Par exemple, en Corée, en Chine, dans les pays, dans l'Asie en général, c'est quelque chose qui est très très open à ça. On a d'énormes compétitions qui sont organisées, c'est inscrit un petit peu dans leur code du jeu vidéo, même dans d'autres pays européens, c'est pas le souci. Mais en France, on a quand même un petit peu cette réserve de se dire, ah, c'est un milieu où on n'ose pas trop se lancer encore, parce que c'est relativement récent, parce que ils ont développé tout un petit peu sur mobile bien après la sortie de leurs jeux officiels. Donc, on est sur une échelle d'entre 5 à 1 an pour les bons jeux qui fonctionnent bien. Donc, c'est vrai que si on peut agir tout de suite, sans attendre une année de plus ou deux, moi, c'est ce qui m'arrangerait et c'est ce qui arrangerait les communautés aussi. Hmm. Ouais, t'as envie de travailler à développer ça vraiment le plus vite possible. Mais du coup, pour toi, c'est vraiment le fait que ce soit récent qui explique ce retard ou tu penses que, je sais pas, il y a peut-être un désintérêt du support dans certains milieux, dans certains pays, je sais pas. Ce qu'il y a déjà, c'est que le mobile, c'est la plateforme la plus utilisée, et le chiffre le montre. On a le nombre de téléchargements qui le montre aussi, parce que déjà, c'est une plateforme qui est plus malléable, c'est plus facile de s'y connecter. Quand un support mobile ou console, c'est relativement un prix, alors que sur n'importe quel téléphone, il est possible de faire du jeu mobile. Mais c'est que l'industrie du jeu vidéo mobile, si on peut l'appeler comme ça, elle n'est pas assez intéressante pour permettre à ces gros pôles de l'e-sport et du jeu vidéo, toute plateforme, de se lancer parce que les communautés elles sont pas assez stables, ils n'ont pas l'objectif d'un rendu qui leur serait intéressant économiquement parlant ou communautairement parlant parce que soit ils savent pas s'y prendre, soit ils auront du mal à s'y orienter et à toucher les bonnes personnes parce que ça reste une communauté très typée. La communauté mobile, il y a beaucoup de jeunes. C'est un petit peu les premiers jeux vidéo qu'on touche en même temps que la console de salon. Donc forcément,
c'est un autre public et c'est pas forcément très intéressant pour les développeurs. Et c'est ce qu'on s'acharne à démontrer. Ces derniers mois et ces dernières années, on a quand même des compétitions sur mobile assez importantes qui se lancent parce que certains du milieu ont compris l'enjeu que ça pouvait être, mais ça n'a pas un rayonnement autre que les frontières du mobile. Et c'est pour ça que beaucoup de plateformes multigaming ne s'y lancent pas en France ou alors ne savent pas comment s'y lancer et du coup préfèrent ne pas mal s'orienter, quoi, et attendre que la scène soit plus stable et plus propice à des opportunités et de l'insertion. Hmm. Mais c'est vrai que pour le coup, je te rejoins de fou sur le fait que c'est un peu le premier rapport aux jeux vidéo. Moi, c'est vrai que c'est comme ça vraiment que j'ai découvert les jeux vidéo, c'est avec mon téléphone, tu vois, qui était déjà vraiment pas ouf. Donc bon, c'était pas une vraie façon d'apprécier les jeux vidéo. Je suis pas si vieux que ça, mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, les téléphones n'étaient pas aussi performants. Mais pour autant, tu vois, on l'a bien vu avec TikTok, mais la plateforme mobile est en train de grappiller du secteur de fou. Tout le monde, tous les réseaux se rendent compte un peu du potentiel que ça a. Est-ce que tu penses pas justement que du côté du jeu vidéo, ils vont se rendre compte qu'il y a aussi un public à gratter, quoi? En fait, ce qu'il y a, c'est que le jeu vidéo, pour moi, étant donné que c'est sur mobile, c'est la copie parfaite et c'est un miroir parfait des communautés sur ce genre de réseaux sociaux, par Hmm. exemple, TikTok, Instagram, on a Twitter, on a YouTube, on a plein de plateformes comme ça, où généralement, ça va être plus des joueurs mobiles qui vont s'y lancer parce que déjà, c'est sur leur téléphone et c'est beaucoup plus simple. Mais ce qu'on voit et les problématiques des réseaux sociaux, elles sont aussi visibles dans ces jeux mobiles-là, parce que ils sont vachement plus connectés aux jeux vidéo sur mobile, que tout est propice justement à pouvoir s'y faire sa place, même si on a des créateurs de contenu d'autres plateformes qui utilisent ces réseaux sociaux, ça c'est pas le problème. Mais petit à petit, par cette communication de masse que fait le jeu vidéo mobile, que ce soit des joueurs qui postent leurs clips, des organisations événementielles qui postent des, des, des images par rapport à leurs tournois qu'ils ont fait sur place avec des jeux vidéo mobiles. Et il y a une grosse communication qui est faite et il y a probablement, et si on continue justement à avancer le jeu vidéo mobile en France comme ça, cet appel ou ce petit clin d'œil qui pourra être fait par directement les responsables communautaires ou les boîtes de développement de certains jeux qui pourront, et petit à petit, ils commencent à comprendre que ces plateformes mobiles sont importantes pour eux. C'est encore très timide et les chiffres d'investissement de cette plateforme par rapport au prix justement qu'elles sont prêtes à donner pour l'organisation événementielle par rapport aux communautés françaises ou par combien on donne pour diffuser quel est le budget qu'on accorde en fait à notre jeu sur mobile. Les chiffres sont faibles, mais les chiffres sont quand même intéressants pour permettre justement à certaines plateformes de se développer. Mais il faut déjà, en fait, les plateformes des communautés mobiles, le support, c'est pas les réseaux sociaux. Le support, ça va être Discord parce que c'est l'endroit où on crée les communautés, où on peut organiser des événements, où on se rassemble, où on peut vraiment faire un pilier communautaire et tout le monde rejoint. C'est vraiment la plateforme, vraiment quand on s'injecte dans l'e-sport ou le gaming plus avancé. Et petit à petit, il y a des remontées qui sont faites et par cet élan de se dire ah attendez, nous on veut exister, nous on a des choses à montrer. Les communautés, elles se relèvent, elles se soulèvent un peu, ça fait du bruit et ça interpelle certains développeurs, mais ils sont pas complètement confiants à se dire on va lâcher tout, ils se débrouillent, on leur donne des sommes astronomiques et puis ils nous font vivre. Ils sont quand même sur la select, donc c'est vrai que c'est intéressant, ça va être intéressant pour eux et c'est toujours bien plus important dans les prochains mois qui vont arriver. Mais en tout cas, il y a du potentiel et mon objectif, en tout cas, c'est de le rendre visible par ces professionnels-là. Hmm. Et quand tu dis que du coup ils osent pas forcément trop financer ces jeux-là, ils sont moins rentables que les jeux sur PC et consoles de salon? Parce que je pense Pas qu'ils coûtent moins à forcément. développer, j'imagine. Mais peut-être qu'ils rapportent Alors, aussi c'est moins. très probable. Mais le truc qu'il y a, c'est que justement, la console et l'ordinateur, on peut prendre un jeu qui est sur les deux. Par exemple, si on prend PUBG, il est sur console de salon, il est sur ordinateur, il est sur téléphone. Mais il est depuis vachement plus longtemps, ou alors c'est vachement plus développé parce que c'est des pôles qui maîtrisent et pour lesquels ils ont des contacts précis, pour lesquels ils ont des endroits exacts où injecter et ils connaissent les chiffres.
Mais sur les jeux vidéo mobiles, on n'a pas ce recensement qui est fait tous les ans, ou alors trouver les bons acteurs, rassembler les bonnes personnes, pour pouvoir permettre justement à ces pôles de développement qui sont Krafton, par exemple, qui développe ce genre de jeux mobiles, ou Activision. On va avoir Supercell. Supercell est vachement plus avancé, en tout cas en termes de jeux vidéo sur mobile, parce qu'ils y sont spécialisés. Mais c'est le fait de ne pas trop savoir comment s'y prendre, et que la plateforme est quand même récente dans l'histoire de l'e-sport. Et du coup, en faisant vivre leur studio sur des jeux consoles et ordinateurs, ça va être vachement plus compliqué de se dire maintenant, en fait, les communautés mobiles, elles sont tellement instables que demain, ils se disent pas, est-ce que ça vaut le coup de s'y engager? On sait jamais, si dans un an ça fait un flop et qu'on aura mis tout ce budget, est-ce que c'est vraiment rentable, par exemple? Et pourquoi elles sont aussi instables, à ton avis? En fait, la base communautaire des jeux mobiles, elle est jeune. On peut la comprendre, comme je te disais, c'est un des premiers supports auxquels on touche pour le jeu vidéo. Donc, on peut avoir, c'est très, très élargi sur les générations. On va avoir des jeunes de plus ou moins de 10 ans, et on peut aller très, très loin. Par exemple, on voit que des adultes jouent sur mobile. Par exemple, tous les jeux Candy Crush Saga, Soda, tout ce genre de petits jeux comme ça, c'est du gaming mobile. Donc, c'est très étendu, mais communautairement, dans les jeux mobiles, par exemple, Clash Royale, on va avoir Clash of Clans, on va avoir Call of Duty, on va avoir PUBG Mobile, on va avoir Rocket League Sidesweep, on va avoir Wild Rift, qui est le League of Legends sur mobile. On a Apex Mobile, on va avoir probablement futur un Valorant qui va se développer dans les prochaines années. Et c'est des communautés qui sont très jeunes, et en fait, sur l'aspect communautaire, il n'y a pas encore assez de personnes qui sont informées et au courant que c'est possible. Donc, ils n'ont pas vraiment... tous les joueurs, en fait, qui jouent sur un jeu ne sont pas forcément inscrits dans la communauté sur Discord ou sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui fait un petit peu la beauté du jeu vidéo sur mobile. C'est que, par exemple, si moi, demain, j'ai envie de jouer à Clash Royale, parce que je suis avec mes amis, ou que j'ai juste envie de me divertir. Derrière, il y a une double activité. Moi, je joue en tant que casuel, mais il y a de l'e-sport sur Clash Royale, et il est très, très développé. Il y a des worlds qui sont incroyables. Il y a beaucoup d'équipes qui se lancent, qui sont là depuis un moment aussi. Donc, il y a ce double aspect. Et quand forcément on joue en casuel, on ne se dit pas, oh, mais j'aimerais aller dans la communauté de Clash Royale, mais où est-ce qu'elle se trouve cette communauté de Clash Royale? Et ça, c'est encore de la connaissance qu'il faut apporter à ce genre de joueurs casuels, en leur disant, peut-être par rapport en mettant quelques messages sur les jeux, ça pourrait être toujours sympa, mais de leur dire, regardez, là, si vous allez sur ce réseau social-là, vous avez notre base communautaire, et du coup, vous pouvez on peut l'agrandir, et c'est en faisant un petit peu cette publicité-là que ces communautés vraiment centrées dans cet e-sport ou dans ce jeu vidéo un petit peu plus confirmé pourront se développer, et du coup donner plus de résultats pour les développeurs qui pourront investir plus. Mmh. Ouais, du coup, l'instabilité, elle est aussi faite à cause du fait que les joueurs sont peut-être un peu plus passagers parce qu'ils n'ont pas forcément de raison de rester parce qu'ils n'arrivent pas à se joindre à une communauté, en gros. Exactement, alors que généralement, quand on achète un setup PC, Hmm. on pourrait acheter un PC portable ou quelque chose vraiment très classique et se dire c'est que pour le travail. Mais généralement, les joueurs qui veulent s'investir sur des plateformes comme la console ou le PC, ça c'est l'exemple type, se jeter un petit peu dans ce jeu vidéo-là, ils savent pertinemment pourquoi ils ont fait leur setup, tu vois. Alors que demain, moi j'achète mon téléphone, c'est pas forcément pour aller faire du compétitif sur je ne sais quel jeu et gagner et en faire mon métier. Hmm. C'est cette communication-là, et c'est pas d'avoir exclu le jeu vidéo sur mobile, mais c'est surtout de ne pas avoir assez communiqué, et que c'est tellement une plateforme récente qu'elle n'est pas du tout au niveau des deux autres mégapoles. Et du coup, on a toujours un peu plus de mal parce que on a sur console, par exemple, il y a tout à fait cet aspect console de salon. Par exemple, on le voit très bien avec Nintendo, qui ne s'investit pas énormément dans du compétitif, parce que leur objectif, c'est de vendre des consoles de salon et de faire vivre la famille en jouant tranquillement. Mais il y a certains jeux, par exemple le FIFA, il y a un grand, grand aspect e-sport, e-sport qui, on rappelle, la pratique du jeu vidéo en compétitif. Et il y a certains jeux qui sont plus favorables à l'e-sport ou pas, parce que ça fait leur chiffre ou non. Et du coup,
sachant que le mobile est bien derrière et qu'on a pris conscience qu'on pouvait en faire leur métier, en faire une profession de jouer sur mobile. Et il y a des joueurs qui, aujourd'hui, par ces jeux mobiles, arrivent à vivre un peu plus convenablement qu'ils le faisaient. Il y a beaucoup plus d'organisations événementielles sur le mobile, mais il n'y a pas cette communication derrière pour dire. C'est comme on voit, par exemple, il y a beaucoup d'ordinateurs ou de tours ou de composants qui sont vendus pour le jeu vidéo pur. Alors que sur mobile, c'est extrêmement rare, pour ne dire quasiment inexistant, à part une seule marque, Republic of Gamer, qui fait vraiment des téléphones spécialisés pour le jeu vidéo, mais on va en avoir 2 ou 3 marques comme ça qui se sont lancées là-dedans, mais personne n'osera dire demain, moi j'ai envie de créer le futur téléphone sur mobile, parce qu'ils connaissent pas non plus le marché. En fait, c'est très difficile à l'heure actuelle pour une personne ou pour une marque qui n'est pas implantée directement ou qui n'est pas de la passion de joueur mobile de s'implanter dans le milieu. Et du coup, personne n'ose s'y insérer parce qu'on ne comprend pas l'enjeu, en tout cas, qu'il y a communautairement. Hmm. Ouais, puis même en soi, dans l'idéal collectif, un téléphone, ça va être un peu un objet du quotidien, tu vois, un utilitaire pour multifonction, alors qu'un PC, c'est vrai que tu vas plus penser à soit effectivement pour jouer, soit pour travailler, quoi. Exactement, et c'est là où l'image du gamer et de la gameuse aussi, parce qu'on a des communautés qui s'ouvrent de plus en plus aux femmes, et c'est là où il y a des associations qui en sont très contentes et qui luttent pour ça. Mais de se dire, l'image du gamer aujourd'hui en France, c'est un homme, plus principalement, devant son bureau, sur sa chaise de gaming, avec son casque et son micro intégré, ou alors son micro à côté de l'ordinateur, exactement, qui joue sur son ordinateur avec son clavier souris. Et ça, c'est l'image type du gamer en France. Et de se dire, là, c'est de la déconstruction de stéréotypes, de la déconstruction de beaucoup de préjugés, de se dire, en fait, il y a peut-être autrement qu'on peut voir le jeu vidéo, par exemple, assis dans son canapé avec une manette et un casque, peut-être, devant sa télé, mais c'est aussi avoir son téléphone assis sur une chaise, sur un lit, dans un parc. Et c'est là où c'est vachement plus sympa de pouvoir jouer partout sur mobile et de se dire, ça peut être avec des écouteurs, sans fil ou avec fil. C'est vraiment une image qui doit s'ouvrir. Aujourd'hui, ça fait à peu près 10 ans que l'industrie du jeu vidéo en France, elle fonctionne et on peut pas attendre avant de casser un petit peu ces mentalités-là, de se dire, le joueur, il peut se décliner sur toutes les plateformes, sur tous les supports et sur tous les genres et les jeux aussi. Hmm. Mais tu penses pas que du coup, ça c'est dû au fait que, alors j'ai l'impression, je me trompe peut-être, hein, mais que le jeu vidéo, il a un peu été popularisé et accepté en gros, parce que il y a fut un temps où c'était très péjoratif de dire je joue aux jeux vidéo, avec l'essor de YouTube, Twitch et ces plateformes de partage qui au final sont plus avec un format, tu vois, je parle de dimension, tu vois, 16 neuvième, qui est approprié au PC et pas forcément au téléphone. Du coup, ce qui fait que les jeux téléphone où t'es en format vertical, c'est plus compliqué à partager et c'est moins attractif sur ces plateformes-là. Bien sûr, après, le mobile, c'est tout récent, donc on a déjà tous commencé un petit peu le jeu vidéo sur ordinateur ou sur console, et petit à petit, les développeurs ont vu cette possibilité-là de se lancer sur mobile, parce que le mobile est dans la poche de tout le monde. Alors que, et c'est là où c'est vachement plus intéressant pour eux, c'est-à-dire que l'ordinateur, il faut être chez soi, le soir, la console, il faut être dans son salon, sur son canapé ou sur une chaise, et c'est vrai que ça a été une industrie qui, au début, s'est fixée l'ordinateur, puis la console, puis le téléphone. Et du coup, les outils ne sont pas assez spécialisés et développés pour le mobile parce que il n'y a pas il y a pas assez de communément comment on peut dire ça, de personnes qui souhaitent justement que ça change. Par exemple, on a beaucoup de streamers sur les autres plateformes, mais c'est encore difficile pour, justement, comme tu disais, en format vertical, d'aller stream sur peut-être Twitch, où on a, avec YouTube, par exemple, parce que c'est pas du tout le format qui est adapté. Mais, par exemple, ce genre de jeu est très adapté pour faire des vidéos YouTube en short, des réels shorts, ou alors des TikTok, ou alors des réels Instagram, parce que c'est le bon format, parce que ça convient au mobile. Hmm. Mais c'est toujours plus difficile pour le mobile de s'insérer avec ces applications, même si certaines se développent justement pour pouvoir permettre plus facilement de se développer sur le mobile. Ouais. Ouais, mais je pense que vraiment que l'apparence, l'émergence du format vertical va faire du bien, je pense, à l'e-sport mobile en termes de communication et de visibilité. Ouais. Ça, c'est sûr. Bien sûr, parce que dans tous les cas, le jeu vidéo mobile ne peut pas être séparé
ces réseaux sociaux, en fait. Parce que c'est des jeunes qui, généralement en tout cas, pour ce qui est de l'e-sport mobile, dans le jeune, on compte entre justement 10, 15 et on peut aller jusqu'à 30, 40 ans pour vraiment de l'e-sport pur. Mais de se dire, c'est ces personnes-là qui sont très, très actives sur les réseaux sociaux, qui sont aussi très actifs. Je pense qu'on ne peut pas séparer le mobile et les réseaux sociaux, puisque tout est au même endroit et ça permet justement aux joueurs de se montrer, de s'afficher, de communiquer sur ce qu'il fait, et pourquoi pas d'être repéré. Hmm. Et peut-être aussi, je suis en train de me dire que peut-être qu'un truc qui pose problème, tu vois, dans la création de ces communautés qui s'exportent sur Discord, c'est le fait qu'il y a peut-être une étape supérieure par rapport à sur PC où tu vois, t'as ton petit casque, t'as ton petit micro, alors que sur téléphone, t'as pas forcément d'outil de vocal. Si je regarde le jeu auquel j'ai le plus joué sur PC, Overwatch, et le jeu auquel j'ai le plus joué sur téléphone, Summoner's War, sur ma guilde, sur Summoner's War, où t'es une guilde, tu vois, t'es un groupe, donc t'es clairement Bien sûr. plusieurs personnes, t'as des stratégies parfois à mettre en place. Bah, c'était toujours, on devait s'exporter sur Discord, sur je ne sais quoi, tu vois. Alors que sur Overwatch, tu as un vocal intégré auquel tu peux discuter, alors qu'il y a moins de notions de stratégie. Enfin, si aussi, mais moins au long terme, on va dire. Et donc, tu peux échanger avec ton groupe, alors que sur mobile, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que tu n'as pas directement les outils à disposition pour. Et c'est peut-être un frein en plus, tu vois, pour la création de ces communautés qui demandent une étape de plus. Et on sait que dans l'ensemble, quand tu veux vendre un produit ou le rendre accessible, rajouter une étape, c'est toujours une mauvaise idée. Bien sûr, parce que forcément, le joueur. En fait, généralement, dans les jeux mobiles, il y a certains où on peut pas vocal, comme tu le dis, et il y en a où on peut, mais on peut pas être plus de 4, 5. Donc, forcément, ça ferme un petit peu. Et du coup, il faut trouver une plateforme communautaire pour pouvoir faire ce mobile, alors que même si il y a un chat hall et qu'il y a la possibilité aussi sur certains jeux mobiles de pouvoir discuter avec ceux de la partie qui entoure, mais c'est pas aussi accessible que le PC, par exemple, dans son développement, parce que c'est tout récent et que tout n'a pas été pensé pour que forcément ce soit tout intégré dans ce jeu et dans cette application. Donc forcément, on est obligé de passer par créer des comptes exprès pour le gaming ou alors utiliser ses siens personnels, mais c'est toujours à risque et péril parce que c'est quand même, on part sur une bonne communauté qui est attachée aux réseaux sociaux, donc ça peut être aussi dangereux pour le joueur comme pour la communauté qui l'entoure. Mais il faut du coup créer des comptes, il faut se créer une image, il faut arriver dans ces serveurs et du coup pouvoir discuter avec les autres et de se dire, ah, si vous voulez, on passe par l'extérieur pour aller trouver des personnes avec qui jouer aussi. C'est vachement plus difficile de jouer entre Français quand on connaît pas la communauté, pardon. Donc c'est plein de petites choses qui font que il y a le jeu et on est obligé de toujours aller à l'extérieur, comme par exemple toute l'histoire du matériel. Il faut certaines choses adaptées. Il y a un son qui est plus ou moins bon. On peut pas être avec le même setup qu'on l'est avec un mobile. Il y a beaucoup de paramètres. Il faut par exemple des ventilateurs qui sont déjà intégrés dans la tour de l'ordinateur. Mais c'est plein de petites choses qui doivent être en plus. Par exemple des adaptateurs. On a des écouteurs sans fil ou des casques. On n'a pas de support, on est obligé, on peut jouer partout, donc il faut bien s'installer. Et c'est plein de petites choses qui font que ça rend toujours plus difficile l'accès au mobile. Hmm. Et puis même au-delà de ça, je sais pas, sur la scène compétitive, je vais peut-être passer pour un super casu, mais est-ce que ça existe les LAN de jeux mobiles? Alors c'est là où j'ai pu en organiser, et c'était très très rare. Par exemple, la Paris Games Week de cette année, c'était la Restart, et j'ai pu travailler, et j'ai eu la chance de tomber sur le seul stand mobile avec une marque qui n'était pas française, qui venait apporter ses téléphones et qui venait permettre l'organisation d'événements, mais c'était pas les Français, et c'était une super belle initiative de l'ambassade de France au Nigeria de ramener ces entreprises-là pour pouvoir travailler sur ce mobile. Mais aujourd'hui, pour en avoir discuté, par exemple, quand on regarde la Gamer Assembly, c'est beaucoup d'ordinateurs, parce qu'une LAN sur ordinateur, elle est partout, à n'importe quel événement où on ira, il y aura ces ordinateurs ou les simulateurs de conduite ou les consoles, mais c'est très difficile d'organiser un tournoi mobile parce que ça demande, par exemple, si tous les téléphones sont mis dans la même pièce, ça demande une connexion vachement importante parce que il faut que tout le monde puisse avoir le même accès à la connexion. S'il y a beaucoup d'appareils, il faut beaucoup de branchements, il faut trouver beaucoup de prises, il faut trouver beaucoup de chargeurs. Il y a cette difficulté aussi de jouer à côté, c'est beaucoup de préparation en amont, et du coup, ça fait que le jeu mobile n'est pas assez populaire pour que dans chaque salon du jeu vidéo, on trouve un espace mobile. Mais il y a quelques timides qui se lancent, et c'est ces petits essais qu'on doit valoriser, du coup, pour pouvoir permettre d'organiser plus de LAN
et convaincre plus de directeurs un petit peu de salon, de leur dire, ben regardez, moi je peux, il faut dire, ben moi je peux fournir ça, mais où est-ce qu'on va trouver les 50 téléphones ou les 100 téléphones pour aller faire une LAN mobile? Et ça, c'est un autre souci, alors que c'est plus simple, on va dire, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce matériel-là, dans peu importe quelle boîte un petit peu qui vend de l'informatique, de trouver un PC qui pourra être facilement utilisable pour faire une LAN. Après, il en faut des plus spéciaux pour des meilleurs graphismes, une meilleure vitesse de connexion, etc. C'est beaucoup d'autres paramètres. Mais c'est quand même rare pour l'instant de voir ces événements mobiles dans ces grands salons, et uniquement mobiles, ça c'est quasiment improbable. Et donc, toi, du coup, qu'est-ce que tu mets en place dans le cadre de ton association, de tout ça, pour justement promouvoir l'e-sport mobile? En fait, ce qu'il y a et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des acteurs du mobile sont indépendants ou vont justement dans ces associations, dans ces entreprises ou dans ces structures e-sport pour encourager l'accès à l'e-sport mobile ou justement créer leur propre structure, leur propre projet, justement pour le promouvoir. Donc moi, je suis une actrice de cette communauté mobile qui est indépendante et qui du coup peut avoir la possibilité d'aller porter cette voix et cet encouragement un petit peu partout. Donc personnellement, vraiment, j'ai commencé un parcours totalement banal. J'ai commencé de simple joueuse et c'est là où il est hyper important de pouvoir parler de diversité, de mixité et d'inclusion parce que c'est toujours aussi difficile. Et il y a les mêmes enjeux très importants qui sont faits avec cette combinaison un petit peu du jeu vidéo mobile et des réseaux sociaux. Tous les problèmes qu'on va avoir de la société sont répercutés aussi dans le jeu vidéo mobile, donc l'accès, le genre, comment je fais pour m'y développer, si je suis jeune, est-ce que on a toutes ces mêmes difficultés, donc c'est vrai que se lancer et être une femme sur des jeux vidéo mobiles, ça a aussi ses avantages et ses inconvénients. Donc là, il y a beaucoup à parler aussi. Mais personnellement, je me déplace vers les communautés, et c'est pour ça que je suis un petit peu aujourd'hui et avec la volonté de vouloir représenter ces communautés mobiles parce que moi, ça fait 2 ans que je suis basée dans ces communautés mobiles. En tout cas, où j'ai arrêté d'être joueuse pour me concentrer sur l'encadrement des joueurs et des communautés. Et donc, par exemple, peu importe le jeu, en tout cas, que ce soit dans l'accompagnement d'équipe, dans l'accompagnement de joueurs, dans l'accompagnement de créateurs de contenu, ou même de communautés entières où on va et où je vais dans les communautés analyser un petit peu comment ça se passe. On essaye de discuter avec les représentants des différents pôles et de se dire qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place, qu'est-ce que vous voudriez mettre en place. Et c'est exactement pareil pour les associations. Aujourd'hui, elles sont très peu ouvertes aux plateformes mobiles. Et c'est difficile d'aller en discuter avec eux, de leur dire quand est-ce que vous vous lancez, parce que justement, il y a ce fait qu'ils sont bloqués parce qu'il va leur être intéressant. Et moi, aujourd'hui, après 2 ans d'intervention e-sport, que ce soit dans le fait de communiquer beaucoup à travers les réseaux sociaux, et c'est que comme ça qu'on pourra parler du mobile, en échangeant beaucoup avec tous ces acteurs, de pouvoir mettre en place des événements entre personnes importantes ou juste faire jouer les joueurs pour qu'ils se lassent pas, en fait, et faire vivre cet e-sport communautairement parlant. Mais après, du coup, 2 ans un petit peu de trouver ma place à moi en tant que femme et en tant qu'actrice de la communauté mobile, pour pouvoir aider justement tous ceux qui sont étrangers au gaming mobile et tous ceux qui sont familiers, parce que c'est des personnes qui sont pas très informées généralement sur tout l'aspect professionnel, parce que c'est encore difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un dans le professionnel qui trouve sa place dans le jeu vidéo mobile, si ce n'est que parce que je développe le jeu mobile ou parce que je joue sur le jeu mobile. Et du coup, on a beaucoup d'autres personnes qui ont un peu du mal à se faire leur place, et c'est ça qu'il faut encourager. Et du coup, j'ai pensé à un projet qui pourrait être de créer un petit peu le nouveau syndicat du jeu vidéo mobile, pour, dans un premier temps, apporter toutes les ressources nécessaires à ces joueurs, à toutes ces personnes qui encadrent, parce que je suis manager, je suis analyste, donc je comprends ces besoins-là d'autres collègues qui me disent comment je fais pour accéder aux professionnels ou aux semi-professionnels, mais aussi de se dire à ces chefs d'équipe comment demain vous pouvez créer de ce club e-sport une entreprise, comment vous pouvez faire pour que vous puissiez être reconnu légalement sous loi 1901 par exemple. Comment je dis à ce créateur de contenu, justement, via les problématiques de streaming ou de faire des vidéos sur mobile, où est-ce que tu peux t'orienter? Est-ce qu'il y a des plateformes qui sont plus intéressantes pour toi? Sur quel format tu peux lancer
des enregistrements. Il y a beaucoup d'outils qui sont encore pas connus parce que pas mis en avant pour cette spécificité du mobile. Ou même si ce n'est des associations qui ont envie de venir soit mettre en avant le gaming mobile ou l'e-sport mobile et surtout de permettre de créer de l'inclusion, de la diversité et de la mixité comme je fais moi dans les parcours que j'accompagne, mais aussi dans un second temps, pouvoir rassembler les communautés et dire à travers les jeux et aussi aux développeurs, regardez, notre communauté, elle est stable, on a les chiffres, on a beaucoup de gens engagés, vous pouvez faire confiance, vous pouvez essayer de diminuer cette retenue que vous avez pour vous engager. Et du coup, en communiquant vraiment massivement, on pourrait réussir à faire en sorte que les profils intéressants puissent se joindre justement à ces plateformes communautaires et du coup développer plus d'e-sport communautaire et plus de gaming communautaire. Et du coup, on pourrait justement, une fois que tout ça serait un petit peu regroupé et que tout le monde en aurait conscience, agir directement sur les sujets qui sont importants, c'est-à-dire comment on fait demain pour qu'on ait des communautés qui soient mixtes et la mixité où la mixité n'est pas une toxicité, par exemple, sur le jeu vidéo sur mobile, communautairement parlant, par exemple sur Discord, on a énormément de toxicité, que ce soit homme-femme, et Dieu merci, ça recule progressivement avec les années, avec la maturité de certaines personnes qui constituent ces communautés, mais aussi on a beaucoup de toxicité femme-femme, et du coup, ça fait qu'on ne peut pas trop avancer sur certains sujets, mais aussi on a beaucoup d'exclusion de tous les genres marginalisés, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont stigmatisées ou qui subissent des violences par rapport à des sujets sociétaux. La nationalité, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, le genre, on va avoir le game sense, il y a beaucoup de choses qui doivent aujourd'hui être communiquées massivement. Et par exemple, demain, si un joueur ou une joueuse est victime de harcèlement, de violence, où est-ce qu'elle peut aller et de qui elle peut se rapprocher pour en communiquer, pour en parler. Et on a vu, il y a des développeurs sur PC aussi qui s'y lancent, ou de studios qui se disent, aujourd'hui, on dit non à la violence, on essaye de contrôler un petit peu ce qui se passe, tout ce qui est le fils. Et moi, demain, et en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre longtemps avant de mettre en place ce syndicat que je suis en train de lancer à propos du gaming et du sport mobile, parce que dans les prochaines années, c'est une plateforme qui va se développer énormément et pour lesquelles les joueurs vont venir de plus en plus nombreux. Et déjà que les communautés, elles sont instables, si on rajoute encore ces vagues de joueurs qui ne connaissent rien au milieu et du coup viennent, comme c'est à peu près comme sur les réseaux sociaux, se défouler dans les communautés, ça va faire le désordre et les communautés, déjà qu'elles sont pas stables, elles vont se casser la gueule. Et du coup, on peut dire au revoir au gaming mobile d'ici les 10 prochaines années. Et c'est pas ça qu'on souhaite et c'est pas ça que je souhaite à tous les acteurs qui s'y investissent, pour la plupart bénévolement. Et c'est ce que j'aimerais avec du coup ce syndicat, pouvoir communiquer largement et demain aller voir des associations, des développeurs, des entreprises et leur dire, regardez, on a une plateforme, on a des acteurs derrière nous, on a des créateurs de contenu, on a des responsables communautaires, on a des joueurs aussi, on a des managers, on a des organisateurs d'événements aussi, parce que c'est là où c'est important d'aller vers le public dans ces événements spéciaux pour faire de la communication sur cette plateforme-là et leur dire, regardez, on a notre plateforme, on a les acteurs, on vous accompagne. On vous donne toutes les clés, vous avez juste à venir avec nous, on vous forme, on vous montre les bonnes personnes à aller voir. Et c'est pareil pour les gens du gaming. On vous envoie vers les bonnes personnes pour vous lancer, vers les bonnes écoles aussi, parce qu'il y a des écoles du numérique, du jeu vidéo et de la technologie qui ne sont pas connues. Du coup, les joueurs n'y accèdent pas forcément spontanément parce qu'ils ne sont pas au courant. Et du coup, c'est permettre cet échange et ce lien entre ce milieu professionnel qui est vachement ouvert et cette plateforme mobile pour permettre, justement, il y a des syndicats qui existent déjà comme l'Association nationale du jeu vidéo ou le Syndicat national du jeu vidéo, mais c'est difficile, ou même chez Francis Sport, de trouver une branche, et c'est le cas chez toutes les associations qui ne sont pas issues directement du mobile, de trouver une branche communautaire mobile et des équipes mobiles françaises directement. Ok. Wow. C'est une réponse bien détaillée, c'est cool. Et je me posais une question aussi. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé justement à t'investir autant dans l'e-sport mobile? Est-ce que, je sais pas, il y a un moment où tu as eu une ambition, tu vois, dans l'e-sport mobile parce que c'est quelque chose que tu kiffais et tu t'es rendu compte que c'était impossible et du coup tu t'es dit je veux changer ça? Est-ce que c'est autre chose? Je t'écoute.
Alors moi, c'est mon engagement clairement de devenir professionnel. C'est le jeu vidéo, c'est une rencontre totalement improbable entre moi, mon téléphone et une plateforme. Et du coup, cette rencontre, un petit peu guidée avec cet aspect communautaire, et de se dire, alors attends, il y a des trucs géniaux qui sont possibles, il y a des acteurs qui sont très investis, ils sont tous jeunes, ils ont tous envie de devenir professionnels, comme je l'ai fait. Moi, j'ai découvert justement. Et c'est là où le jeu vidéo mobile, comme tous les jeux vidéo en général, peuvent permettre grâce à de l'ambition, de se faire sa place aussi dans un milieu, parce que c'est un message qu'il faut passer aussi. Si on n'ose pas, et c'est pareil dans les jeux vidéo, on n'arrivera pas à faire quelque chose. Et moi, je me suis pas réveillée, j'ai pris conscience qu'il y avait des choses à changer, qui étaient possibles, et que si on alliait ce côté professionnel à ce côté un petit peu amateur, et moi, c'est les amateurs que je veux représenter, que je veux incarner pour les pousser vers le haut et lui dire, tiens, t'as cette petite ressource-là que moi, si j'avais eu à faire les recherches et j'ai eu à les faire, je n'ai pas trouvé ce que j'avais besoin et de se dire, mais attends, mais si moi je les cherche alors que je suis là que depuis 2 ans, il y a des gens qui sont là depuis 5 ans et qui attendent qu'il y ait un miracle qui leur tombe du ciel pour pouvoir se lancer professionnellement ou semi-professionnellement dans cette industrie, mais qui n'en ont pas les clés, qui n'ont pas, par exemple, la possibilité d'aller sur des salons, et c'est ce que je fais sur mon compte. Quand j'ai la chance d'y aller sur mes réseaux sociaux, je partage beaucoup ce que je vis, si ce n'est même aller sur des petits stands et du coup pouvoir promouvoir ce qu'ils nous proposent euh, et qui est intéressant pour le mobile et intéressant pour ses futures carrières de joueurs français et francophones, féminins, masculins ou genre marginalisés. Et te dire, attends, il y a des trucs qui sont formidables et fantastiques dans ce gaming mobile. Grâce à un téléphone, moi, en tant que manager, j'ai eu la chance de pouvoir envoyer des équipes à l'autre bout du monde pour aller jouer des compétitions sur mobile. Et tu te dis, là, il y a quelque chose de carrément intéressant à faire. Et il faut juste trouver la clé qui ouvre la bonne porte. Et c'est cette clé-là que j'ai envie de donner et que j'aurais eu envie qu'on me donne justement pour leur dire, le gaming mobile, en fait, il n'y a personne qui se réveillera si on se lie pas tous ensemble pour justement pouvoir donner les clés à tous, donner les clés à tous pour pouvoir ouvrir toutes les portes, du coup permettre à tout le monde de se faire sa place. Et c'est cette envie du coup de partager mon expérience, de dire par exemple le jeu vidéo, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est un milieu qui même ces dernières années est vachement, tout le monde est vachement contre, sociétalement parlant, ou alors dans les écoles, ou chez le jeune, on va y avoir un très mauvais aspect. Et c'est cet aspect-là qu'on veut changer en communiquant. Et il y a beaucoup d'associations qui le font, ou d'entreprises à aller communiquer avec les parents, à les sensibiliser des publics plus âgés. Et il y a les personnes âgées aussi qui jouent aux jeux vidéo, qui s'en sortent très bien. Et se dire, il faut juste communiquer un peu plus et on arrivera à faire en sorte que la bonne pratique du jeu vidéo puisse être mise en valeur et permettre des carrières professionnelles. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est en étant jeune, et en connaissant tous les jeunes des communautés mobiles qui sont derrière, se dire on a l'ambition, en fait, nous, on veut rentrer dans ce milieu-là et d'ouvrir cette voie aussi qui peut être possible parce que j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer les bons professionnels parce que j'ai jamais eu peur d'avancer et c'est là où ça peut donner de la force positivement et négativement, ces réseaux sociaux et ces jeux vidéo, mais de se dire on n'a qu'une vie et si moi demain j'ai envie de me professionnaliser dans le jeu vidéo sur mobile, je le ferai parce que pendant des années, de se dire, ah, mais en fait, il y a ça qui m'en empêche, il y a ces personnes-là qui sont pas d'accord, et de se dire, en fait, j'en ai clairement rien à faire parce que c'est pas eux qui vont construire ma carrière. Et d'aller, c'est vraiment cette envie de partager et de communiquer plus largement, en France en tout cas, pour se dire, ce que je laisserai aux personnes derrière moi, ce sera un jeu vidéo sur mobile qui sera vachement plus connu et plus ouvert et où on pourra justement peut-être, pourquoi pas, être une des premières ou être avec un groupe de premiers, avec probablement ce syndicat, à se réveiller et se dire, attendez, nous, on est là et on sera là quand tout s'ouvrira et tout fera le déclic. Et c'est pas cette envie de popularité de se dire, personne fait du mobile, moi je vais faire du mobile, moi je vais aller en professionnel et je vais leur dire, suivez-moi, suivez-moi, et du coup être la prochaine star du mobile. Et c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de personnes sur mobile qui veulent faire ça justement en se disant, il y a personne, si moi je suis un énorme créateur de contenu, dans les prochaines années, on parlera de mobile, du coup on parlera de moi comme on parle de certains youtubeurs justement qui sont très engagés sur certaines plateformes. Et c'est pas ça qui doit être mis en avant, mais c'est surtout l'engagement et ce que j'ai pu faire, c'est de se dire, il y a des personnes sur mobile qui travaillent dans l'ombre, et généralement, si tu n'es pas joueur mobile, tu n'existes pas. Et c'est justement d'élargir ce champ de lumière pour que tout le monde puisse accéder à, à pouvoir
demain vivre de sa passion, ou en tout cas ne pas avoir à être caché par rapport à cette plateforme-là. C'est vraiment cool de voir à quel point tu parles avec passion et en soi à quel point t'es investi. Ça fait vraiment plaisir. Et du coup, tu parlais du fait que tu as envoyé des équipes à l'autre bout du monde pour faire des tournois. Et je me demandais justement, est-ce que tu vois des pays dans lesquels les jeux mobiles ont un peu plus été développés et dont on pourrait s'inspirer, tu vois, pour l'intégrer en France? Tout ce qui est Asie, vraiment, ça a été les pionniers en termes de jeux vidéo et de la culture. Et progressivement, c'est venu vers l'Europe et vers la France. Et il y a d'autres pays encore autour de nous qui ne sont pas assez développés. Par exemple, l'Afrique. Et pour travailler avec des acteurs de l'Afrique, on voit qu'il y a quand même cette envie énorme, alors qu'il y a d'autres enjeux, hein, évidemment. Et c'est là où le jeu vidéo, j'en fais une priorité de ma carrière, mais on n'oublie pas qu'il y a plein de choses qui sont hyper importantes autour. Et il y a des personnes qui s'en chargent très bien pour défendre ces droits, mais se dire, on pourrait s'inspirer un petit peu c'est beaucoup de communication. En fait, c'est inscrit dans certaines cultures, le jeu vidéo, et le jeu vidéo sur mobile aussi, et du coup, ça a fait que ça a eu du mal à se développer, mais ça fait tellement longtemps que ça existe que maintenant c'est presque normal. Et on voit beaucoup à la tête de grandes compétitions des joueurs asiatiques ou des joueurs de, de l'Est qui cartonnent et arrivent à se faire leur place et gagnent des millions et des milliards à chaque événement parce que eux, ils ont l'habitude des compétitions mobiles, du jeu mobile et d'être encadrés, d'être valorisés. Et on pourrait probablement s'inspirer de ça, mais la France a quand même un peu de retard sur certaines plateformes et certains jeux, euh, et en général les communautés francophones. Mais c'est possible, mais il faut s'y prendre tôt, comme ça on pourra se dire, ah on n'est pas en train de courir après le temps, on a une petite marge encore pour agir. Je me posais aussi la question si, pour les auditeurs, tu vois, qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait l'action qu'ils pourraient mettre en place, tu vois, pour permettre de participer, de contribuer à cet élargissement de l'e-sport mobile? Effectivement, déjà, c'est de pouvoir prendre conscience. Et c'est là où l'enjeu, il est de taille, c'est de faire que chaque petite personne, soit qui ne joue pas aux jeux vidéo du tout, soit joue sur d'autres plateformes, juste prennent conscience et s'avouent à eux-mêmes que le jeu vidéo sur mobile, ça existe et il y en a qui s'en sortent très bien avec ça. Et du coup, progressivement, juste en intégrant cette notion, on va arriver à ce que des joueurs mobiles qui n'osaient pas avant, des joueurs et des joueuses, parce que c'est très important de le préciser, osent parler de leur plateforme et se dire, quand par exemple on discute de jeux vidéo, oh, moi je joue sur PC, moi j'ai cette composition, moi j'ai cette console et cette manette, et du coup, de ne plus avoir peur et de ne plus craindre de dire, excusez-moi, moi je joue sur mon Android à votre jeu, mais sur mobile. Et qu'il n'y ait pas ah, mais le mobile, c'est pas un vrai support, c'est pas des vrais jeux vidéo, vous n'êtes pas des vrais joueurs, vous n'êtes pas des vraies personnes de l'industrie, vous arriverez à rien. La plateforme, c'est juste, regarde, moi aussi, demain, je lance ce jeu sur le téléphone, j'ai le même niveau que toi. Alors qu'il y a cet investissement qui est fait là. Mais c'est juste prendre conscience. Et ce serait là où tout le travail serait hyper important et ça nous faciliterait derrière toutes nos actions. Mais si chaque petite unité se dit, ah, mais ça existe, en fait, il y en a qui jouent casuellement et il y en a, ils jouent de l'e-sport et il y a des compétitions, il y a tout un monde derrière ça. Mais c'est prendre conscience, tout simplement. Ok. Bah écoute, c'est un bon conseil. Et t'avais parlé aussi de... Bah, ça rejoint un petit peu cette vision que certains peuvent avoir de l'e-sport mobile, mais de toxicité, tu vois. Et je suis en train de me poser la question, est-ce que tu penses pas que c'est un peu un combat, on va pas dire perdu d'avance, mais qui pourra jamais atteindre une fin totale, dans le sens où les jeux jouent pas mal sur la frustration, tu vois, pour te pousser à consommer, pour te pousser à revenir, etc. Et la frustration, on sait que ça peut clairement donner de la toxicité. Ça, pour en avoir fait l'expérience en tant que gamer, je peux valider. Après, comme je le répète, peu importe la plateforme, on reste sur quelque chose qui est très social, très axé réseaux sociaux. Et c'est ça dans nos sociétés modernes. Donc forcément, qu'on ne pourra pas enlever cette frustration parce qu'elle est chez tout le monde, se dire il faut que je gagne, cette rage, un petit peu cette haine de gagner. Et du coup,
bah, quand on n'arrive pas à ses objectifs, et c'est exactement comme dans la vie personnelle, la vie professionnelle, être frustré, d'en vouloir à tout le monde, de se dire bah, c'est la faute de un tel, même quand on ne réussit pas scolairement parlant, bah, c'est à cause de ça. En fait, on ne pourra pas enlever la toxicité parce que bah, elle est partout, elle est présente dans tous les milieux, dans tous les secteurs, dans tous les métiers. Mais on peut justement un petit peu l'atténuer en faisant en sorte que bah, demain, je perds sur mon jeu, je vais pas, alors que je suis en tournoi, je vais pas directement sur, sur le chat écrit pour dire ah bah, vous êtes tous nuls, de toute façon, j'aurais dû gagner, ou ce genre de choses. Et relâcher cette frustration, par exemple, et un truc très intelligent qu'a pu faire Supercell, c'est que, par exemple, que ce soit pour prendre Clash Royale, mais c'est possible sur Clash of Clans aussi, quand on perd un combat, il n'y a pas de chat entre les deux utilisateurs, il y a juste des émoticônes. Et du coup, la frustration, ben, c'est on ferme le jeu et on va faire autre chose. C'est pas je vais aller l'insulter parce que je peux l'ajouter en ami, je peux le retrouver, je peux le menacer parce que ben, il est tellement toxique à jouer cette carte-là ou cette troupe-là que ben, du coup, il m'a fait perdre. Et justement, pourquoi pas réduire ce champ d'action où on dirait ben, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites ou qui ne doivent pas être dites parce que derrière un avatar, derrière un utilisateur, il y a quand même une personne avec des émotions, des sentiments, qui peut elle aussi avoir des pics de colère, mais il faut peut-être un peu calmer le jeu. Et si on s'y prend bien, et il y a des associations qui essayent justement de partager ces notions-là de contrôle, de dire ben, on n'arrivera peut-être pas à détruire tout le jeu vidéo à cause de cette toxicité, quoi. Ouais, oui, bah c'est sûr que de toute façon, je pense que le côté chat et le fait que tu sois derrière un pseudo et donc anonymisé, pardon, ça facilite un petit peu le passage à l'action de quand tu te sens frustré, mais que, disons que dans la vraie vie, ce serait peut-être pas exactement aussi rapide le passage aux insultes. Et après, je me demande aussi si, tu vois, le modèle économique des jeux sur mobile, qui est que, enfin, moi je le vois comme ça et je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué de faire payer un jeu sur mobile, tu vois, dans le sens où il y a quand même des tas et des tas d'applications gratuites sur mobile, il y a des tas de jeux gratuits, et le secteur de jeux payants sur mobile, pour y accéder, tu vois, je parle pas de, enfin, je parle de non free-to-play, si tu veux, il est peut-être encore relativement niche. Après, je t'avoue que je suis pas un énorme gamer mobile, donc je sais pas forcément de quoi je parle. Et du coup, bah, vu qu'il y a ce modèle free-to-play, l'accessibilité est plus grande. Donc, tu sais que t'as pas payé 10 balles, donc si tu te fais ban du jeu, bah, c'est pas grave, t'as pas perdu 10 euros, tu vois, en un sens. Et en plus, bah, vu que c'est free-to-play, comme j'en parlais juste avant, t'as quand même ce modèle de frustration qui permet de rentabiliser le jeu en poussant le joueur à l'action, tu vois, et à l'achat. Je sais pas ce que t'en Bien penses, ouais. sûr, puis ça peut être un modèle économique aussi de se dire, ouais, il faut que je joue, par exemple, il y a les rankings sur des jeux gratuits ou même sur les jeux payants, de dire, il faut que je passe plus de temps, donc c'est un investissement en temps. Et il y a aussi, mais le jeu est gratuit, mais il y a vraiment le basique. Et si, par exemple, ah ouais, il y a ce truc dans le Pass Royal qui peut être vachement sympa, donc ben, il y a cet investissement qui est fait par oh là là, mais je serais vraiment le plus beau du lobby avec ça, ou alors si j'ai des émoticônes qui brillent à balancer à chaque fois, et il y a plein de nouveaux achats supplémentaires qui sont mis dans les jeux. Par exemple, Minecraft a probablement, quasiment, toujours été un jeu payant sur mobile, comme sur les autres plateformes, et ils ont bien raison. Mais c'est un jeu qui est hyper connu. Du coup, on sait dans quoi on s'engage quand on achète le jeu sur mobile. Et c'est par exemple comme certaines fonctions de YouTube, de Spotify, c'est des trucs gratuits, mais pour avoir le petit plus, soit qui est dû au fait de la frustration, parce que ah ouais, ça me permettrait de faire des trucs qui seraient vachement sympas quand même, mais c'est un modèle qui intéresse vachement les développeurs, à se dire, mais il y a énormément de gens sur mobile qui investissent dans des skins, des passes royales, des améliorations d'armes, et généralement, et c'est ça qui est sympa, on ne peut pas acheter de compétences ou de choses pour améliorer son niveau réellement. C'est-à-dire qu'on reste à une base qui est à peu près la même pour tout le monde et ça dévente. Et l'argent ne met pas le dessus sur la compétence du joueur. Donc c'est ça que je trouve vachement intéressant dans ces jeux free-to-play. Hmm. Mais de toute façon, j'ai l'impression que ça a été remarqué, je pense, grâce à Fortnite et peut-être d'autres aussi, que de toute façon, les jeux gratuits, c'est quand même un business qui peut être extrêmement rentable. Et même quand je regarde, je pense qu'ils sont très bons parce que c'est le premier jeu gratuit dans lequel j'ai mis de l'argent. Mais ma question, c'était plus, est-ce que tu penses pas que du coup, à cause de ce modèle, ça privilégie peut-être un peu plus la toxicité que sur un jeu PC où tu dois le payer ton jeu, donc
as plus de choses à perdre, tu vois, si t'es ban du jeu, et où tu as peut-être un peu moins cet aspect frustration, parce que vu que le jeu, tu l'as acheté, il n'y a pas forcément, même si de plus en plus ces temps-ci, t'as pas forcément d'achat après in-game. Non, pas vraiment. Je pense que la Ok. toxicité elle peut être sur tous les jeux, qu'ils soient payants Ouais. ou gratuits, parce que c'est chaque personnalité. Comment je vais réagir demain si se passe ça? C'est à peu près les mêmes modèles chez les jeux de l'histoire, ou alors c'est le personnage qui doit se faire sa propre expérience pour pouvoir augmenter dans le jeu. Mais il y aura quand même toujours de la toxicité partout, et c'est pas demain si je mets un truc payant, bah, du coup on enlève toute toxicité, on enlève toute Hmm. violence, on enlève tout. Il y a beaucoup de choses qui seront plus ou moins importantes par rapport au jeu s'il est payant que s'il est gratuit et inversement, mais je pense pas qu'on peut comparer ce critère de toxicité sur la valeur du jeu en tout cas en lui-même. Ok. Ok. Que demain j'achète GTA, ça me prouve pas Fortnite c'est gratuit, mais pour comparer les deux jeux, je peux être autant cancer parce que bah, j'ai fait une mission histoire et du coup je suis mort 10 fois d'affilée, j'arrive pas à la mission, ah, ça m'énerve, je rage, etc. Se dire sur un portable, j'arrive jamais à faire top 1, il y aura toujours se dire ah, je mets mon micro en all, ou alors bah, j'envoie un message à mon utilisateur Play sur lequel je suis en train de jouer, t'es un enfoiré. Et ça, pour moi, il n'y a pas cette barrière de toxicité qui peut être achetée grâce à l'argent. On peut sensibiliser en mettant plus de moyens, mais on ne pourra pas dire ah, ben, c'est payant et aujourd'hui j'arrête d'être toxique parce que quand même j'ai pas 15 balles, ça me ferait chier de me faire mal parce que j'ai dit une insulte. Tu vois. C'est ah, ça m'énerve, je crie quelque chose dans mon micro et du coup bah, je me fais mal. Ça vient de la personnalité de chacun. Ok. Je te rejoins quand même. Je- je- Overwatch fut un temps où il y avait que le prix d'achat du jeu et c'est ma seule référence en vérité. Mais, mais je confirme que t'as beau payer 40 balles, il y a quand même de la toxicité. C'est pour avoir un petit peu ton avis sur la question. Peut-être qu'on peut parler aussi un petit peu de, parce qu'on n'en a pas trop parlé pour l'instant, de la dynamique que tu donnes aussi à ta mission d'élargissement de l'e-sport, qui est aussi la dynamique de l'inclusion féminine et d'autres minorités également. Peut-être je te laisse introduire ça Moi, un petit peu. ouais, pour moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis intervenante e-sport, ça veut dire que dans ces cas-là, je suis bénévolement avec les associations pour pouvoir justement permettre de partager leurs paroles, que ce soit des associations qui sont là pour de la diversité, de la mixité ou de l'inclusion par rapport aux stéréotypes, ou alors juste faire attention à la violence. Et ça peut être dans beaucoup de secteurs dans ce jeu vidéo, et on peut réussir à communiquer largement. Par exemple, en faisant soit bah, des campagnes où on parle beaucoup sur les réseaux sociaux de certains tabous, où on va dans certaines émissions, bah, justement, ou alors on fait des podcasts aussi, ça marche aussi comme ça, de pouvoir parler de cette mixité et de cette inclusion, de dire bah, demain, il faut apprendre à sensibiliser et à parler avec ces acteurs-là, pardon, de comment ça va se passer, de mettre en avant certaines occasions. Par exemple, Women in Game France, avec qui je travaille bénévolement, on organise par exemple des incubateurs où on permet à des joueuses de candidater pour pouvoir les former et leur donner la clé du monde professionnel et d'accéder à des équipes en les coachant, en leur apprenant comment on a un mode de vie sain, comment on peut s'améliorer sur un jeu vidéo. Et il y a beaucoup de choses comme ça, par exemple, comment, avec Afrogamers, on accepte que le jeu vidéo, ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de genre et ça n'a pas de nationalité, et que du coup, ça n'a pas de couleur, on stéréotype pas non plus là-dessus la couleur de peau, et que tout le monde peut s'investir dans le jeu vidéo, peu importe bah, d'où il vient, son passé et qui il est, ou même se dire bah, demain, comment je peux faire pour que les handicapés moraux ou physiques accèdent aux jeux vidéo gratuitement, ou puissent avoir des aides pour s'y développer et s'y épanouir, comme le font Handy Gamer par exemple. Ou alors on a Respect Zone pour la violence. Et en fait, il y a beaucoup d'associations qui portent cet engagement, des engagements sociaux et moraux dans le jeu vidéo pour permettre justement que ce soit pas une scène de plus où on peut permettre de se déchaîner et que tout le monde recule, et que du coup on fasse reculer ces progrès sociétaux en mettant justement cette méchanceté dedans. Et par exemple, je communique beaucoup avec ces associations en leur demandant ben, demain, pourquoi pas s'élargir sur le mobile, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous vous voyez. Et se dire, ils ont besoin de ces acteurs, et du coup de pouvoir faire le lien entre des personnes qui sont investies et des associations qui sont en demande de personnes pour s'y investir. Mais
c'est hyper important pour avoir ces associations et ces entreprises qui font de la sensibilisation dans ces milieux-là parce que c'est des jeunes et ils ont aussi besoin d'être renseignés sur comment demain ça se passe si je suis victime ou si je suis auteur de cyberviolence, de cyberaction, ou alors si demain je suis une femme ou un genre marginalisé et que je veux entrer sur le jeu vidéo, comment ça se passe pour moi? Est-ce que ça va être pareil que dans la réalité? Est-ce que je vais être exclue un petit peu partout? Ou est-ce que je vais avoir le droit à me faire ma place? Est-ce que je vais devoir être obligée de me cacher derrière un certain pseudo ou un certain avatar? Est-ce que je vais devoir ne jamais parler de moi? Est-ce que je vais devoir vivre dans la peur et l'angoisse? Parce que c'est aussi comme les réseaux sociaux, il y a cette violence qui est faite là, et je suis derrière un écran, donc soit tout peut m'atteindre, soit du coup je suis très vulnérable, ou je peux atteindre tout le monde et je peux me déchaîner parce que ben, personne ne me retrouvera jamais. Et c'est vraiment faire de l'action et communiquer, 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 communiquer. Il n'y a que comme ça qu'on pourra réussir à bâtir des communautés généralement un peu plus ouvertes d'esprit et qui sont à la demande et qui ne ferment pas des portes à ceux qui ben, n'ont pas besoin qu'on les leur ferme en plus dans ce milieu-là. Pour le coup, je sais, tu me diras si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'en vrai, euh, les femmes soient forcément ultra, ultra, ultra minoritaires dans le jeu vidéo, mais que juste, c'est pas qu'on les voit moins, mais c'est que on a moins l'impression qu'elles sont là, tu vois, parce que elles se cachent un peu plus à cause justement des a priori qui peuvent être faits, parce que bah, globalement, je pense que je surprendrai personne en disant que dans l'idéal, les jeux vidéo c'est fait pour, enfin dans l'idéal collectif, les jeux vidéo c'est fait pour les mecs, c'est un truc de mec, etc. Ce qui est pas du tout le cas, mais bon voilà. Et j'ai un peu l'impression qu'aussi, les mecs sur les jeux vidéo sont des giga simps. Genre, si je regarde, pareil, je vais reprendre une de mes deux références, mais Summoner's War, j'avais créé un deuxième compte, fut un temps, et je discutais avec des gens, tu vois, parce que j'étais là en mode, mais comment je peux le monter rapidement? Et ils me disaient, mec, il faut que tu mettes une photo de profil de fille, tout le monde va t'ajouter en ami, comme ça, t'auras des amis super forts, et ça a fonctionné tellement bien. C'est pour ça que je me dis que vraiment, il y a un problème. En fait, je pense que quand t'es une fille et que les gens le savent sur les jeux vidéo, tu vas pas pouvoir faire ta vie tranquille en fait. Il va y avoir tous les mecs qui vont vouloir t'ajouter, tous les mecs qui vont vouloir échanger avec toi de manière, j'imagine, intéressée, en ayant des attentes pour lesquelles t'es pas forcément là en fait quand tu veux jouer à un jeu vidéo en tant que femme, tu vois. Je sais pas si j'ai pas cette expérience là, tu vois. Clairement. Et c'est là où l'inclusion, et c'est ce que je disais en début, moi j'ai commencé en tant que joueuse. Alors moi, quand j'ai commencé sur mobile, je n'avais jamais touché un téléphone pour le jeu vidéo de ma vie, si ce n'est bah, quelques jeux comme faire un solitaire, vraiment, ou quelque chose de, les jeux très très basiques, les jeux qu'on a quand on est très très jeune. Et du coup, ce qui a fait que bah, dès l'entrée, on est susceptible à beaucoup de moqueries parce que bah, on ne sait pas jouer, on ne sait pas tenir un téléphone, on ne connaît pas les codes du jeu, il y a un vocabulaire très spécial à adapter. Si tu n'as pas la référence de ce qu'il est en train de parler dans la phrase, ah oui, c'est vrai, tu es une femme, bon, tu ne dois pas comprendre. On a aussi ce fait de se dire, bah, je suis seule, parce que quand on commence le jeu vidéo, en fait, ça peut être qui tout double. Il suffit qu'une femme soit bien, ou un genre marginalisé, on va regrouper les deux, soit très bien intégrée avec la bonne personne et du coup, la carrière, elle monte. Et on a cet accompagnement qui est fait pour cette personne-là et qui est vachement plus simple qu'une personne qui se lance en tant que femme genre marginalisée et qui se dit bon ben je suis tout seul maintenant ben, je dois apprendre à comment je dois jouer tout seul, comment je dois m'améliorer, comment je dois rejoindre la communauté, comment je peux participer à la vie d'un jeu vidéo mobile ou en général. Mais, et c'est là où la réalité elle est visible et ça fait rire beaucoup de se dire, attends, je vais mettre une photo de profil de fille, comme ça on va m'envoyer beaucoup de j'aime, beaucoup de popularité, tout le monde va m'accepter, on va jouer avec moi, même sur les réseaux sociaux, je vais avoir beaucoup de likes, beaucoup de messages. Et c'est là où ça fait rire, mais c'est là où il est le problème, de se dire, bah, alors attends, demain, je suis un homme, je veux que tout le monde joue avec moi, je veux que tout le monde, et tu l'as dit, même avec Simon Azour, et je connais un petit peu la scène, et te dire, ah, mais alors attends, il est là le souci de se dire, la femme, elle est là dans le jeu vidéo, et c'est ce que pensent beaucoup d'hommes pour l'avoir vu et vécu, elle est là pour satisfaire mes désirs aussi sur le jeu vidéo. Comme ça, si jamais je m'ennuie, ah ben c'est une joueuse, elle va pouvoir, je vais pouvoir lui envoyer quelques petites photos, ça se trouve, elle va me les renvoyer, ou je vais pouvoir lui envoyer des petits messages qui sont limite, et avec un peu de chance, ben, comme elle est là que pour ça, parce qu'une femme, ça doit pas être dans le jeu vidéo pour faire autre chose que satisfaire un homme, et c'est cette pensée-là qui est véhiculée. Donc, c'est ça qui est triste de dire que. Et ça, heureusement, quand c'est sourd, il y a des femmes qui s'épanouissent. On a de belles joueuses qui arrivent quand même à se faire des places dans des équipes féminines et qui montrent que le talent, c'est pas une histoire de genre.
et que l'insertion aussi, mais il faut être accompagné, et ces femmes dans le jeu vidéo, surtout sur mobile, et moi, pour avoir créé des équipes féminines, ou aller chercher pour faire des événements féminins en France et dans les pays qui sont autour, parce que moi je suis spécialisée sur PUBG Mobile, mais dans le jeu aussi en petite dose. Et on a réussi à faire des ligues féminines, on a réussi à faire des organisations événementielles féminines. Il y a les Game Changers qui ont été possibles aussi. On a Wild Rift qui organise son tournoi 100% féminin. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent, mais le problème c'est que les femmes, on communique pas assez et du coup on ne leur permet pas, on leur tend pas assez de main pour qu'elles se disent ah oui, eux ils ont un vrai message à faire passer, ils comprennent, ils sont pas là juste uniquement pour mettre des bâtons dans les roues, ils croient très sincèrement en ce que je fais. Et en fait ces femmes-là, elles sont cachées parce que ben, justement elles ont pas envie de se faire emmerder quand elles viennent sur le jeu vidéo, c'est pas aussi une raison de plus et aussi une plateforme de plus où subir des violences et du harcèlement, ou même juste aller emmerder. Et les femmes aussi sont auteurs de violences dans le monde du jeu vidéo, et les gens parlent aussi. Vraiment, je stigmatise pas là-dessus. Mais elles sont cachées parce qu'elles ont pas envie de se mettre en avant. Et par exemple, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Les femmes de l'ombre, où j'allais chercher ben, les femmes qui jouaient pas, justement, comment on encadre des communautés, des joueurs, des talents, ou comment on s'encadre, comment on fait sa carrière en tant qu'influenceur mobile, ou ce genre de choses. Et j'ai eu beaucoup de réponses négatives, et c'est pas le fait de se dire, bah, de toute façon, les femmes, elles attendent qu'on leur court après, c'est de se dire, les femmes, elles ont pas envie d'être emmerdées suite à cette vidéo, ou que le message lui soit mal passé, ou que on confonde leur engagement, et que elles préfèrent se protéger et se cacher, que de se dire, ah ben attendez, moi je suis une femme, je joue aux vidéos, et en plus je joue sur mobile, ou alors je suis un joueur marginalisé, et je joue sur mobile, et c'est là où il y a aussi cette fonction de dire, ben attends, rajoute encore un truc en plus à la liste. Moi, je suis une jeune femme dans le parcours scolaire, on n'a jamais entendu parler de jeux vidéo. Et c'est quelque chose qui aurait été très intéressant, juste une petite intervention, par exemple, et c'est là où je m'avance, et pour un objectif final, de pouvoir communiquer justement dans ces secteurs scolaires ou dans ces salons d'orientation, et de leur dire le jeu vidéo c'est mixte, et c'est à cette base-là qu'il faut travailler aussi, pas juste dans le jeu et de dire bah venez, voilà, de toute façon je te soutiens un peu, et puis tu viens dans notre équipe féminine parce qu'on a besoin de l'équipe féminine, comme ça tout le monde voit qu'on est bien engagé dans la cause, mais de se dire dès le début vous avez le droit de vous y engager, vous avez une égalité des chances et l'équité des chances, j'y travaille aussi beaucoup avec ces associations, mais ces femmes-là, de plus en plus, s'intègrent, mais il y a toujours ces personnes qui sont contre, parce que, je t'en parlais justement, il y a ce stéréotype masculin de dire, alors attends, le jeu vidéo, c'est pour les hommes, nous, on est des barbares, on est des hommes, on veut pas que les femmes viennent mettre un pied ici, leur place, elle est ailleurs que sur le jeu vidéo, et c'est sur ça qu'il faut travailler, et c'est avec ces personnes qu'il faut arriver à réveiller. Et c'est ouf parce que tu vois, sur le papier, tu peux te dire, on a juste un chat ou autre pour échanger, donc il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de genre, y a rien, tu vois, et on arrive quand même à discriminer. Genre, je vois, je retrouverai peut-être le clip juste pour l'intégrer, mais j'ai un très bon exemple sur ma chaîne à l'époque où je postais des best-of Overwatch, où juste, j'étais en vocal avec un pote, on était sur Discord, et il y a une personne qui parle sur, encore une fois sur Overwatch, tiens, c'est marrant, je joue toujours au même jeu. Mais il y a une personne qui parle, il se trouve qu'elle a une voix féminine. Bon, après coup, on a remarqué que c'était juste une personne qui n'avait pas mué et que c'était certainement un mec. Mais la voix sonnait un peu féminine et mon pote a direct changé d'attitude. Mon pote s'est direct dit, oh mec, regarde, c'est une meuf. Je jure sur le clip, je l'ai sur ma chaîne, je vais le retrouver quelque part. Help me on point. Yeah, I'm in for you, baby. Le mec, le petit baby que je vais lâcher, avoue, c'était grave bien. Pourquoi? T'as dit quoi? En gros, tu sais que la mec, c'est une meuf. Et elle lâche un help me on the point, please, comme ça, mais genre, avec une petite voix trop kawaii. C'est ouf comment tu peux juste, parce qu'il y a une voix féminine, avoir un radical changement d'attitude. C'est un truc de ouf, ça. Clairement, et c'est aussi ce qu'on voit dans le e-sport, hein, quand on va dans des lobbies, et il y a une équipe féminine, on va leur casser la gueule, de toute façon, elles feront jamais le poids, et je vais dire un exemple que je trouve formidable, et comme ça, je leur fais un gros big up, parce que dans PUBG Mobile, on a une équipe française qui a réussi à perdre, et au début, comme c'est une équipe française, et c'était dès un petit peu le début, donc forcément, on n'y croyait pas, et elles sont arrivées, donc c'est Godsend Science, à se faire une place dans le semi-professionnel et dans le professionnel, et elles sont allées aux plus grandes compétitions sur mobile. Et au début, réticents, de toute façon, c'est des femmes, c'est l'équipe féminine, regarde, elles sont entourées d'une centaine d'autres d'équipes d'hommes, mais comment tu veux qu'elles s'en sortent?
Et là, elles sont engagées par les plus grosses structures un petit peu européennes et mondiales parce qu'elles ont réussi. Et elles ont ouvert cette brèche féminine. Et là où ça ouvrait les bouches, maintenant, les bouches masculines se ferment parce que c'est à dire, attends, en fait, elles ont clairement réussi à faire des trucs vraiment improbables de ce qu'on pensait. Et elles sont au même niveau que nous, même un peu plus fortes. Et certains s'appliquent les lois. Et on a aussi si je me connecte sur Discord, attends, elle a une photo de profil de femme, viens, je lui envoie un petit truc en privé, tu vas bien, avec un petit clin d'œil. Ou sur le jeu, une femme qui rejoint la squad, tu joues depuis combien de temps? Ça te dit, on passe ailleurs. Et c'est là où c'est vraiment drôle, même chez des femmes, ça arrive aussi, on joue contre femme, oh, il y a un homme, ben viens, on change un peu de comportement. Et ça, c'est des reflets sociétaires. Et c'est pas uniquement aux jeux vidéo, et c'est là où se dire, en fait, il y a des trucs, ça a pas grandi dans les têtes de tout le monde, quoi. C'est clair. Et tu parlais, tu vois, d'équipe et de compétitif. Je me posais une question, et je t'avoue que j'ai pas la réponse, mais je sais qu'autant dans les sports, tu vois, pour le coup, pour avoir fait des études de sport, je peux l'affirmer, mais il y a des différences structurelles, tu vois, dans le corps de l'homme et de la femme. Le corps de l'homme a tendance à être un peu plus musclé, donc à pouvoir soulever des charges un peu plus lourdes. Autant en e-sport, je sais pas s'il y a vraiment... parce que pour moi, l'e-sport, c'est pas mal du temps de réaction, tu vois, et ouais, de la réactivité. Et je sais pas s'il y a vraiment des différences notables entre hommes et femmes. Et pourtant, quand tu regardes, enfin, je vois pas un seul événement dont je me rappelle où c'était du jeu vidéo, mais genre avec des équipes féminines, tu vois. Et je sais même pas si le jeu vidéo mix, tu vois, en termes de compétitif, ça existe en vérité. En fait, c'est là où c'est complètement une autre dimension plus forte, c'est que là, on est derrière un écran et certains appellent le jeu vidéo compétitif de l'e-sport, donc sport. Moi, je pense que c'est une vraie discipline, donc j'aime le dire en un seul mot, avec une majuscule, c'est vraiment, je veux pas qu'on le considère comme un sport électronique parce il y a trop de différences entre le sport et le jeu vidéo en compétitif. Tout se fait dans le game sense. Est-ce que je suis réactive? Est-ce que je fais des moves qui sont intéressants? Et c'est pas un référencement. Est-ce que j'ai des doigts assez grands? Est-ce que j'ai une flexibilité assez intéressante au niveau de la main? Est-ce que cognitivement parlant, j'arrive à faire, ça se joue vraiment au mental et on a des femmes qui arrivent à cartonner. Et c'est là où on voit que le sport fait une différence femmes et hommes. Et c'est là où beaucoup dans le jeu vidéo font cette différence-là pour pouvoir permettre aux femmes de prendre conscience qu'elles ont du potentiel hors de cette communauté globalement masculine. On fait beaucoup de différences dans l'e-sport, mais je pense qu'on pourrait mixer les deux. Et une fois que les femmes arriveront à prendre conscience de leur talent en féminin, elles pourront se mixer. Et c'est justement une des disciplines pour lesquelles on peut jouer en mixte sans qu'il y ait de problème physique. Et c'est là où on peut innover en manière de jeux vidéo en compétitif pour mélanger les genres sans problème de qu'est-ce que ça va être. Elle va pas courir plus vite, il va pas porter aussi lourd. Et ça, on l'enlève complètement. Donc forcément que tout se joue au temps d'entraînement, à la compétence, comment je m'entraîne, combien de temps j'y passe, sur quel jeu je me lance, comment je suis encadrée autour, parce que c'est vrai que l'environnement du joueur, il jouait beaucoup sur sa façon de se développer. Si beaucoup de son entourage est contre et qu'il est vachement renfermé dans sa passion un petit peu tout seul, il va avoir du mal à se développer que si par exemple il est dans une famille qui est soutenue, qui comprenne sa passion, qui du coup lui laisse aller à des événements, il va du coup pouvoir... et une joueuse, c'est exactement pareil. Alors attends, ma fille, toi, tu devrais être médecin, avocate, tu devrais être sage-femme, tu devrais pas avoir un téléphone, un ordinateur ou une manette dans les mains et aller faire du compétitif. Et c'est là où on peut aussi ouvrir ces consciences-là pour que on ouvre à tous ce genre d'e-sport, peu importe le genre. Et en fait, ça n'a pas du tout de rapport physique. C'est là où il faut enlever ce truc. Tout se passe dans la tête et tout le monde, comme tout le monde a une tête, tout le monde peut jouer, quoi. Et du coup, pour les autres minorités que tu essaies d'inclure, les problèmes sont exactement les mêmes ou c'est des problèmes différents? Tout est rapport au stéréotype qu'on a déjà dans la vie réelle. Donc forcément, Afrogameuse qui traite tout ce qui est afro-gamer et afro-gameuse, enfin surtout afro-gameuse dans ces sociétés euh, européennes et un petit peu mondiales, de se dire, il y a d'autres choses qui... par exemple, le jeu vidéo, pour moi, n'a pas de nationalité, n'a pas de couleur. Donc ça veut dire que si je viens d'un certain pays ou que je suis d'une certaine couleur de peau, ça va pas influencer
mon jeu, ce qui va influencer, c'est la culture du jeu vidéo qu'il y a derrière, parce que je suis dans un certain pays. Mais c'est vrai que pour certaines minorités, ça va être plus dur parce que tout se passe derrière un écran. Donc c'est tout le rapport au joueur et son inclusion, ou alors à l'encadreur du joueur ou l'encadreuse du joueur ou de la joueuse dans cette société-là. Donc c'est des problèmes différents, mais on rejoint à peu près tout son même qui est cette diversité, cette mixité et cette inclusion dans ces secteurs du jeu vidéo, qu'ils soient amateurs, semi-professionnels ou professionnels de cette industrie. Ok. Ouais, donc à l'heure actuelle, en fait, tu te concentres vraiment sur pas forcément que l'inclusion des femmes, mais vraiment des minorités en général, quoi. Clairement, et Ouais. c'est des personnes qu'il faut pas oublier dans tout jeu vidéo confondu, parce que ça permet de se développer, de s'épanouir, et c'est ce mot que je garde en tête, c'est l'épanouissement de toute personne qui joue à ce genre de jeu vidéo. Que ce soit pas subir, mais que ce soit profiter aussi, se libérer, se créer une personnalité qu'on peut aussi adopter, c'est développer certains traits de personnalité qu'on n'oserait pas dans la vie de tous les jours. Il y a cet épanouissement-là de chacun et chacune qui doit être pris en compte, peu importe les différences, pour que cette image du gamer type se déconstruise et que du coup, il n'y ait pas une image, mais plusieurs images de ce jeu vidéo, quoi. Hmm. Et du coup, est-ce que tu dirais que actuellement la principale limite à l'inclusion de ces minorités-là, en fait, c'est juste le mindset et le manque peut-être d'ouverture d'esprit des personnes en général, des autres joueurs, de la scène ou autres, ou est-ce qu'il y a autre chose sur lequel il faut travailler selon toi? Tout va être dans la communication. Si on arrive à sensibiliser, et c'est de la sensibilisation des bonnes personnes en leur apprenant comment ça se passe vraiment, comment on peut aider, comment on doit faire pour cesser certains comportements qui sont misogynes ou qui sont euh, marginalisants un petit peu, et de travailler justement avec ces mentalités, de dire comment je peux arriver en fait à changer, à être plus inclusif, à cesser mes mauvais jugements et la parole que je porte sur certains genres marginalisés, la cesser pour que on puisse et en fait il y a plein de petits combats qui se gèrent pour plein de petites choses en même temps. Si du coup on arrive à changer les mentalités, on pourra faire en sorte que les mentalités qui restent, soit on les évince, soit on les encadre un petit peu en leur disant eux il faut plus se concentrer parce qu'il y a quelque chose qui a été vraiment construit derrière, et du coup on pourra faire que les sociétés elles soient moins exclusives, et du coup faire en sorte qu'il y ait plus d'inclusion, du coup permettre à chacun de s'épanouir, pardon. Mais il y a plein de petites choses à travailler, et ça va être vraiment au niveau de ce que le joueur a enregistré ou la joueuse a enregistré par rapport à des stéréotypes et la vision qu'il a du jeu vidéo en général. Ok. Et est-ce que du coup, toi, tu as des projets, que ce soit par rapport à l'e-sport mobile, par rapport à l'inclusion dans les jeux vidéo, mais est-ce que tu as des projets là à venir, des projets qui vont être mis en place, sur lesquels tu as envie de communiquer là actuellement? Il y a déjà ce syndicat mobile et c'est arriver à trouver les bonnes personnes au bon endroit, des personnes qui sont encouragées. C'est un projet qui peut permettre à énormément de personnes de se rassembler, mais il faut absolument arriver à convaincre chaque personne que ça peut être dans son propre intérêt de suivre la plateforme. Mais il y a aussi pour moi de mettre en valeur ces acteurs importants, parce que dans les communautés mobiles, les développeurs sont pas axés sur le manager, sur le responsable communautaire, sur l'organisation d'événements. Et c'est ces personnes-là que j'aimerais valoriser, mettre en avant, donner de la visibilité, mais c'est aussi pouvoir, et c'est l'objectif que j'aimerais à terme, organiser le salon du jeu vidéo mobile avec les acteurs investis, les marques investies, qu'on puisse dire, les écoles aussi qui proposent, parce que c'est vrai que c'est dur dans une école du jeu vidéo de comprendre que le jeu vidéo c'est sur mobile, et du coup de pouvoir mieux encadrer ces personnes-là qui viennent des plateformes mobiles, mais pouvoir organiser, pourquoi pas, ce salon mobile en France pour justement communiquer largement et sensibiliser sur un lieu fixe, et même sur la campagne des réseaux sociaux. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir être ambassadrice des communautés du gaming mobile, que ce soit en défendant la diversité, la mixité et l'inclusion des genres marginalisés et des femmes, ou en permettant à ces jeunes de prendre confiance en eux et de s'épanouir dans cet univers-là. Tout comme pouvoir me faire ma propre carrière et du coup pouvoir, en gravissant les échelons, pouvoir communiquer plus largement sur cette plateforme-là. Ok.
Et en parlant de carrière, justement, est-ce que tu arrives à vivre de ce que tu fais de tout ça ou est-ce que tu as autre chose à côté que tu dois faire? Pas du tout. Moi, je suis étudiante, donc j'ai 17 ans, donc je suis vraiment très très jeune. Et ce qui fait que dans les postes que j'ai, c'est vachement de l'accompagnement d'amateurs. Donc il n'y a pas ces structures qui prennent en charge. Et donc déjà, les structures sont très très réticentes à engager des jeunes. Et du coup, bah, elles veulent pas se lancer, elles veulent pas. Ou alors, elles veulent faire signer des contrats, mais il faut être un joueur pro, etc. Il faut être un manager professionnel. Et chez les amateurs, ça a encore du mal à vivre. Donc, moi, ce que je veux, c'est pouvoir proposer ces engagements gratuitement pour les amateurs, parce que c'est vrai que le prix est vachement quelque chose d'important. Par exemple, bah, il faut payer les designers, il faut payer pour passer sous loi 1900, il faut une somme. Si je veux organiser un événement, il faut un cash prize. Donc, forcément que c'est beaucoup d'argent qui est mis en jeu et je travaille à côté, pour que je puisse proposer ces services gratuitement d'organisation d'événements, d'encadrement d'équipe, d'encadrement de joueurs, de créateurs de contenu spécifiquement. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir avoir en retour cet enrichissement moral et ces expériences-là ou ces vies qui disent ah ben en fait on nous a apporté un truc qui est vraiment super et tout ça gratuitement. Mais c'est vrai que je n'en vis pas aujourd'hui et je suis très très loin d'en vivre, mais c'est ce que j'espère en tout cas dans les prochaines années. Je viens d'apprendre que tu avais 17 ans, tu vois, et je suis épaté parce que vraiment, t'es ultra à l'aise à l'oral et on sent que tu as pas mal d'expérience dans ce dont tu parles, donc c'est impressionnant. Et vraiment, je trouve ça assez admirable que, déjà de base, les sports mobiles, c'est pas la voie de la facilité, l'e-sport féminin, c'est pas la voie de la facilité, mais l'e-sport mobile féminin, franchement, non, t'as pas choisi le plus simple. Mais c'est cool, du coup. C'est vraiment cool et il faut que quelqu'un le fasse et c'est cool que tu t'investisses là-dedans. Vraiment, c'est top. Voilà. Mais je te remercie de m'avoir accepté. C'est vrai que c'est toujours plus important d'aller sensibiliser les communautés au plus près et d'en parler librement et avec des personnes qui comprennent et qui ne sont pas fermées d'esprit sur cette plateforme aussi. Et c'est que comme ça qu'on pourra réussir à communiquer et à faire en sorte que chacun s'épanouisse dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc je te remercie beaucoup de m'avoir accepté parce que c'est vrai que là, forcément, ça ferme beaucoup de portes. Et c'est là où c'est super intéressant de pouvoir discuter à expériences un petit peu différentes, mais qu'il n'y ait pas de barrière qui soit faite par rapport bah, du coup à l'e-sport sur plateforme et féminin aussi. Donc je suis très contente d'avoir pu participer aujourd'hui et je suis très reconnaissante. Bah écoute, merci beaucoup, super. J'espère que ça aura intéressé les gens. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Encore une fois, n'hésitez pas à aller checker les réseaux de It's Evil Eye. Enfin, c'est ton nom sur Insta, mais c'est juste Evil Eye ici sur le call Zoom. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ses réseaux. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Je sais pas quand, mais un jour. Ciao.